tout le monde, bon matin, c'est rare qu'on fait ça le matin. Marie Saint-Arnaud, directrice adjointe de la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. Je vais vous parler un petit peu de la table. La table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec, mais c'est un regroupement féministe régional qui est dédié à la défense des droits des femmes, à l'amélioration de leurs conditions de vie et à la promotion de l'égalité entre les sexes dans la région du Centre du Québec. Je m'excuse, là, j'ai une déformation un peu professionnelle. Je fais rentrer des gens en même temps que je vous parle. Désolée. Lorsqu'on parle des membres de la table, on parle majoritairement de groupes de femmes, mais on a aussi quelques groupes ou regroupements qui adhèrent aux valeurs de la table. Donc, on s'adresse beaucoup en général aux groupes. La table est là parce que ses membres un espace d'échange, de collaboration et de soutien tant au niveau de leur action, campagne et projets. Elle défend les intérêts des femmes auprès des instances décisionnelles locales, régionales et provinciales. Elle favorise une prise de conscience sur des enjeux tels que les inégalités de genre, la violence faite aux femmes, l'équité salariale, etc., etc. Il y a plein de dossiers sur lesquels on travaille en ce moment. D'ailleurs, peut-être que Fanny pourra vous mettre notre lien de notre site web dans le chat. Et puis, c'est pas mal ça, là. Merci, Maryse. Merci. Alors, est-ce que tu voulais nous parler, Maryse, des dojos? Mes vacances, mais dans le fond, à date, j'ai pas de job, là. Oui, Fanny, est-ce qu'il y a une personne dont le micro est ouvert? Si c'était possible de l'éteindre, Comme s'il vous avec plaît? le temps des fêtes, là, à moins que quelque chose d'autre arrive. Mais c'est bon. Ça va? Merci beaucoup. Parfait. Alors, ça va, Maryse? Oui, ben, je vais poursuivre avec les 12 jours, si tu me permets. Bien certainement. Bon, ben, peut-être que certaines savent, du 25 novembre au 6 décembre, ce sont les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Fanny pourrait montrer son chandail ou le beau petit ruban blanc qu'on porte ici. Ça revient à chaque année. Ça se termine le 6 décembre parce que le 6 décembre, c'est la journée de commémoration de la tuerie polytechnique et le féminicide qui date de je ne sais plus combien d'années, le 30, 31, je ne sais plus à combien d'années qu'on est rendu. Cette année, le thème, c'est ni en ligne ni hors ligne, luttons contre les cyberviolences genrées, parce que ce qui a été constaté avec les années, il y a une augmentation alarmante des cyberviolences basées sur le genre. Je vous mettrai le lien du site web des 12 jours d'action. Vous pourrez aller consulter la page. Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes se déroulent, comme je disais, du 25 novembre au 6 décembre. La campagne annuelle offre l'opportunité de réfléchir collectivement aux violences subies par les femmes et de proposer des solutions tangibles pour y mettre fin. Juste petit aparté dans ce moment, c'est qu'on est déjà, malheureusement, il y a 25 féminicides au Québec, que ce soit en contexte conjugal, familial ou autre. Il y en a beaucoup, puis ça diminue pas, fait qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour que ça arrête. Donc, voilà. Merci, Maryse, c'est important. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, avant de démarrer notre échange avec nos 4 panélistes, je vous les présente une par une et c'est un grand plaisir pour moi, un honneur de vous les présenter. Alors, tout d'abord, Madame Florence Pardo. Florence, elle est chargée de projet de mobilisation des membres à Action Femmes et Handicap. Elle est responsable, entre autres, des activités d'éducation populaire. Depuis 20 ans, Florence travaille au sein d'organismes ou initiatives de défense des droits des personnes en situation de handicap, tels que le regroupement des aveugles et Ambly Hope, c'est un mot que je ne connaissais pas, mais que je suis allée m'informer sur Internet, bien sûr, je sais maintenant, du Québec, le projet Lien et, bien sûr, Action Femmes et Handicap. Alors, bonjour Florence. Bonjour tout le monde. Je vous présente maintenant Cassandra Boyer. Cassandra, elle est technicienne en travail social de formation. Elle travaille depuis 3 ans comme agente de développement et de défense des droits. Elle s'implique dans le domaine de la défense des droits des personnes qui se retrouvent à l'intersection du genre et du handicap. Et elle siège sur différents conseils d'administration, dont celui de l'Association des accidentés cérébrovasculaires et traumatisés crâniens de l'Estrie et d'Aphasie Québec, le réseau. Bonjour Cassandra. Bonjour. Alors, je vous présente maintenant Pauline Letron. Bien sûr, je l'ai bien nommé.
Alors, Pauline, elle est titulaire d'une maîtrise en droit international de l'Université Laval du Québec. Elle travaille depuis plus de 5 ans dans la défense des droits. Elle a débuté comme agente de mobilisation et de communication au RUTA Montréal. Elle a travaillé pendant 2 ans sur l'accessibilité des transports aux personnes en situation de handicap. Depuis 3 ans, elle est engagée au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, où elle a d'abord occupé le poste de co-responsable des dossiers politiques avant de devenir chargée de projet. Son projet actuel, accessibilité des services en violence conjugale pour les femmes et les enfants en situation de handicap, vise à rendre les services des maisons d'aide et d'hébergement plus inclusifs et plus accessibles. Bonjour, Pauline. Bonjour, merci beaucoup. Et maintenant, aussi du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales aux côtés de Pauline Letron, Madame Josée Boyer. Elle est animatrice de la formation Accueil des femmes en situation de handicap victimes de violences conjugales. Elle est par ailleurs agente de communication et relations avec les membres au regroupement des aveugles et Ambly-Hope du Montréal métropolitain depuis 20 ans. Elle est toujours prête à faire de la mobilisation avec les personnes en situation de handicap, de la défense des droits, de la sensibilisation, le tout dans l'optique de redonner de l'autonomie aux personnes en situation de handicap. Bonjour, Josée. Bonjour. Merci. Alors, merci, mesdames, d'être avec nous et de participer à ce webinaire. On a vraiment bien hâte de vous entendre, toutes et chacune. Alors, je commencerai peut-être justement par une question un premier pas, un échange, un bref échange pour vous présenter chacune. Pouvez-vous nous parler brièvement chacune de vous? C'est quoi vos enjeux, vos défis auxquels vous êtes confrontés dans ce que vous êtes, soit comme personne, dans votre travail? Alors, je débuterai avec vous, Cassandra. Fait que moi, c'est Cassandra. Ça, je travaille pour Action Femmes et Handicap depuis 3 ans. Moi, j'ai fait un AVC d'enfant en 2016. J'avais 22 ans. Je me suis retrouvée du jour au lendemain hémiplégique. Maintenant, je suis rendue partiellement hémiplégique. Fait que j'ai recommencé à marcher, mais j'ai encore mon bras gauche qui est paralysé. Je dirais que le plus gros défi dans tout ça, c'est vraiment le fait de, tu sais, le crash entre j'ai aucun handicap, je me retrouve en situation de handicap. Tu sais, j'avais vraiment pas, tu sais, notamment le Québec était vraiment, tu sais, accessible, puis on était inclusif des personnes en situation de handicap parce qu'il y a des parkings, des salles de bain adaptées, bien accessibles. Mais finalement, non, oui, tu sais, je veux dire, ça va plus loin que ça. Fait que, dire que c'est pas mal ça le défi. Après, tous les défis d'adaptation, il existe des mesures. C'est vraiment de devoir affronter un nouveau monde dans cette situation qui est difficile. Merci beaucoup, Cassandra. Effectivement, c'est hyper important. Merci. Je demanderai maintenant à Florence. Voulez-vous vous présenter brièvement aussi? Oui, avec plaisir. Eh bien, comme Cassandra, je travaille à Action Femmes et Handicap, donc je m'intéresse beaucoup à la défense collective des droits des femmes en situation de handicap. J'ai moi-même des limitations visuelles. J'ai une condition qui s'appelle la rétinite pigmentaire qui efface littéralement certaines parties de mon champ visuel, qui fait que malgré une vision partielle, il y a des choses importantes pour accomplir les tâches que je ne peux pas voir. Donc, les défis sont souvent au niveau des déplacements et des communications écrites. Donc, mais heureusement, il existe des techniques, des logiciels, différentes façons de procéder qui fait en sorte qu'on peut quand même fonctionner très bien en autant que, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, en autant que de plus en plus dans notre société, on prend l'habitude de rendre les choses accessibles à tout le monde. J'ai eu des défis beaucoup au fil des années au niveau de l'intégration et le maintien à l'emploi, mais tranquillement avec les années, bon, j'ai pu résoudre ce problème-là. Merci. Merci beaucoup, Florence. Merci d'être avec nous. J'inviterai maintenant Pauline à se présenter. Oui, merci. Donc, Pauline Letron, je travaille au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales depuis 3 ans.
On a mis en place, en fait, dans le cadre du regroupement, un projet visant à améliorer, en fait, à soutenir les maisons d'aide hébergement dans leur mise en accessibilité des services. Et donc, on réfléchit à travers ce projet à adopter des pratiques plus inclusives aux femmes et aux enfants en situation de handicap. Parallèlement, donc moi, je n'ai pas de handicap, mais j'essaye au maximum, en tout cas, d'être une alliée auprès des femmes et des enfants en situation de handicap et collaborer au maximum avec ces personnes pour être plus inclusive. Et on s'intéresse donc particulièrement aux situations des femmes en situation de handicap qui vivent de la violence conjugale et du contrôle coercitif. Donc on pourra en parler dans la présentation. Merci. Oui, assurément. Merci beaucoup, Pauline. Et enfin, José. Bonjour, José. Bonjour. Moi, mon nom, c'est José Boyer. Je travaille au regroupement, le regroupement du regroupement des aveugles et Amblia, euh, Montréal métropolitain. Je travaille depuis là 20 ans. On travaille beaucoup. Moi, je fais la microphtalmie, c'est encore un grand mot. C'est un handicap visuel, j'ai depuis la naissance, sauf que je voyais pas mal bien, sans canne, si vous voulez, jusqu'à 35 ans, et j'ai perdu la vision là, carrément là, à cause des cataractes et du glaucome qui sont inopérables. Donc, j'ai décidé, il y a 20 ans, de m'impliquer dans un regroupement, d'aller sur le marché du travail. Les plus gros défis, c'est l'accessibilité aux déplacements, hein, les pistes cyclables, les autos silencieuses, les feux sonores et tout. Et l'accès aussi à l'information, aussi ce que disait Florence tantôt, l'accès, quand on travaille avec le lecteur d'écran, l'accès à Internet, des fois, qui n'est pas toujours évident, qui n'est pas toujours accessible. Alors, on pourra en parler plus tard. Fait que, donc, c'est ça. Il y a d'autres aussi aspects de l'accessibilité qui est un peu plus difficile aussi. Merci beaucoup, José. Merci d'être avec nous aussi aujourd'hui. Merci. Alors, sans plus tarder, je vous mentionnais tantôt qu'on va y aller avec des questions spécifiques pour chacune de nos panélistes dans un premier temps. Alors, je débuterai avec vous, Pauline. Selon votre expertise, votre grande expertise, en fait, euh, dans le vif du sujet, là, quels sont les types de violences plus spécifiques en regard justement de la violence faite aux femmes en situation de handicap? Oui, merci. Alors en fait, nous, on s'est rendu compte à travers des recherches qui avaient déjà été effectuées et aussi tout le travail sur le terrain fait par nos intervenantes que le handicap, c'est vraiment un moyen supplémentaire dans une relation violente pour un conjoint, donc de prendre le contrôle sur sa partenaire. Donc là, on parle de situation de violence conjugale et de contrôle coercitif. Donc, je voudrais vous donner quelques exemples en fait pour vous aider à dépister et à repérer justement cette violence vécue par les femmes en situation de handicap. Donc, au niveau de l'isolement social, le conjoint peut par exemple l'isoler en mettant en place différentes stratégies pour l'empêcher d'avoir accès à des organismes spécialisés ou au réseau de la santé et des services sociaux. Donc, il peut lui dire par exemple, c'est des fouineux, on peut s'organiser sans, t'as pas besoin de ça, etc. Il peut aussi restreindre l'accès aux moyens de déplacement, donc de sa femme, par exemple, il annule le transport adapté en lui disant qu'il va aller la conduire, mais il ne l'emmène pas, ou alors il peut mal déneiger l'embarcadère ou le stationnement pour l'empêcher de sortir de la maison. Il peut aussi limiter sa capacité à socialiser, à interagir avec les autres, donc en lui disant tu ne peux pas y aller car tu ne peux pas te faire comprendre, ou lui dire simplement tu ne peux pas y aller, personne ne te guidera pour les femmes qui ont une déficience visuelle. Il peut aussi cacher, jeter ou dégrader les aides à la mobilité ou alors le matériel adapté de la femme. Il peut aussi refuser par exemple que la femme ou l'enfant autiste ou qui a une déficience intellectuelle passe un diagnostic pour qu'il n'ait pas accès aux services.
Il peut également donc la menacer. Donc on peut, par exemple, il peut lui dire que si jamais elle demande le divorce ou s'il se sépare, il peut lui dire que l'enfant de toute façon est toujours confié au conjoint valide. Il peut aussi la menacer de la placer en CHSLD ou en institut psychiatrique. Il peut aussi la menacer de tuer son chien guide ou d'assistance. Au niveau aussi de l'humiliation, donc il peut vraiment la dénigrer de son rôle de mère du fait de son handicap, en fait, de lui dire, par exemple, t'es capable de rien faire, t'es bonne à rien. Il peut la rabaisser en lui disant que personne ne voudra de toi à cause de ton handicap. Il peut aussi la discréditer face à l'entourage. Par exemple, si la femme, elle a des difficultés d'élocution, si elle pousse des cris, il peut faire croire qu'elle ne comprend rien, qu'elle est folle. Au niveau des violences sexuelles, donc ça peut être aussi excessivement éprouvant pour les femmes en situation de handicap. Il peut donc lui imposer ou refuser une contraception ou une interruption de grossesse. Il peut aussi refuser des relations sexuelles en invoquant son handicap. Il peut aussi donc utiliser le fait que certains handicaps ne permettent pas à la femme de se mouvoir pour l'agresser sexuellement. Il peut aussi l'agresser sexuellement sous prétexte de la toilette intime. Et également, on peut penser aux femmes qui ont une déficience intellectuelle ou aux femmes autistes. Il peut justement l'agresser alors qu'elles ne comprennent pas forcément tout le temps la notion même de consentement. Donc, profiter de ça pour les agresser sexuellement. On peut penser aussi aux violences physiques, donc de, par exemple, faire mal au moment des soins de base, d'utiliser des gestes brutaux, d'utiliser de l'eau bouillante ou glacée, ou lui tirer les cheveux. Il peut aussi refuser de lui prodiguer des soins de base. Donc, Florence en parlera probablement plus en détail, mais à ce niveau-là, donc, par exemple, ça peut être refusé de lui prodiguer des soins d'hygiène, de lui donner des médicaments au niveau alimentaire, etc. Il peut aussi faire énormément de bruit, ce qui est très fatigant pour les personnes, donc les femmes malentendantes qui utilisent un appareil auditif ou aussi pour une personne autiste. Ça peut aussi désorienter une femme qui a une déficience visuelle. Il peut aussi changer les places, les objets de place dans la maison, par exemple, pour une femme qui a une déficience visuelle, sans lui dire qu'il a changé les meubles de place pour qu'elle se blesse. Et après, utiliser du détournement cognitif en disant qu'il n'a pas changé les meubles de place et que ça a toujours été comme ça. Donc, on peut penser aussi aux violences économiques et au contrôle des ressources. Donc, il peut percevoir, par exemple, l'argent, les aides financières qui sont liées au handicap de la femme pour lui-même et ne pas les donner, donc, ou laisser à la femme en utiliser comme elle le souhaite. Il peut aussi exiger de l'argent en l'échange, par exemple, de transport, de soins ou d'heures de travail manquées. Il peut aussi mentir sur l'information d'un document et le faire signer à la femme. Donc, on peut penser aux femmes qui ont une déficience visuelle. On peut penser aussi aux femmes qui ont une déficience intellectuelle ou aux femmes autistes. Et il peut aussi donc ne lui laisser en fait aucun pouvoir de décision sous prétexte de son handicap. Et enfin, pour le détournement cognitif, donc il peut aussi faire douter, par exemple, à la victime de sa santé mentale, de sa mémoire ou de sa perception de la réalité. Par exemple, il la frappe, puis après il lui demande comment elle s'est faite mal. Pour une femme qui a une déficience intellectuelle ou une femme autiste, qui peuvent avoir certaines difficultés au niveau de la mémoire ou de la compréhension, le conjoint, il peut utiliser cela en disant, par exemple, je te l'ai déjà dit, mais tu oublies tout avec tes problèmes de mémoire, ou alors tu ne comprends jamais rien avec ta déficience intellectuelle, je ne t'ai jamais dit ça alors que c'est faux. Et il peut aussi lui dire, c'est à cause de ton handicap que tu es victime de violences conjugales, par exemple. Alors, merci beaucoup, Pauline, pour tous ces exemples bien malheureux, évidemment, très, très malheureux. Et vous l'avez nommé d'entrée de jeu. C'est percutant, je trouve. Le handicap, la situation d'une personne qui est en situation de handicap, une femme, c'est un moyen supplémentaire de violence conjugale. Et tout ce que vous nous avez nommé, j'oserais dire que c'est très pernicieux. Hein. Tout ça, ça s'insère dans le quotidien, etc. Donc, bien évidemment, comme souvent le sont les violences faites aux femmes. Alors, c'est vraiment, je pense qu'on n'est pas là pour aujourd'hui, pour rien aujourd'hui. On a vraiment un sujet très, très important collectivement à discuter. Alors, merci beaucoup, Pauline. Nous allons maintenant passer à Florence. Et dans la même lignée, justement, de tous ces exemples, on dit que dans les statistiques, que les femmes en situation de handicap sont plus nombreuses à subir la violence conjugale et elles sont plus à risque
d'en subir aussi que les femmes qui n'ont pas de handicap et souvent qu'elles subissent des formes plus sévères de violence. C'est bien ce que vient de nous illustrer Pauline. Alors, je vais me permettre de vous lire quelques statistiques que moi j'ai trouvées vraiment très percutantes aussi. On dit que plus d'une femme sur deux en situation de handicap a déclaré avoir été victime de violences conjugales au cours de sa vie. 80% des femmes ayant une déficience intellectuelle ont vécu une agression sexuelle au cours de leur vie. C'est majeur. Et 88% des femmes autistes ont vécu une agression sexuelle au cours de leur vie. Vous nous en avez parlé, là, vous avez donné plusieurs exemples, Pauline. Maintenant, je m'adresse à vous, Florence. Comment on peut expliquer ces statistiques-là, si on va plus loin, là, au-delà des exemples qui ont été Ouais. donnés, comment on peut mettre des mots, pourquoi ça arrive, puis peut-être, est-ce qu'on a des solutions à proposer? J'aimerais ça vous entendre, Florence. Eh bien, merci pour compléter les exemples concrets que Pauline vient de donner. Je vais y aller plus au niveau conceptuel de la chose. Les statistiques que vous venez de citer, en fait, confirment une conclusion qui est logique. Parce Exact. que le handicap, la situation de handicap, la manière qu'on le définit, c'est une combinaison des facteurs personnels de la femme, c'est-à-dire elle peut être malentendante, elle peut être autiste, elle peut avoir des limitations motrices, combinées à ce qui se passe dans l'environnement, dans la société, c'est-à-dire l'environnement physique, l'architecture, les programmes, les services, comment ils sont construits. Et dépendant de comment ces choses-là sont faites, c'est ça qui crée la situation de handicap. Donc, personne ici ne sera pas surpris d'entendre que, justement, les environnements, le progrès qu'ils auraient dû faire de manière à rendre les choses plus faisables, à rendre les femmes plus autonomes, n'est pas assez avancé dans notre société. Donc, ça crée la situation de handicap. Par exemple, au niveau socio-économique, beaucoup de difficultés pour la femme, pas suffisamment d'accès aux services de santé, pas suffisamment accès à l'information, le fait d'être isolé, l'isolement, et une chose qui va être très pertinente par rapport à la violence, c'est le fait d'avoir besoin d'assistance souvent, ok? Donc de Oui. dépendre de l'assistance. Donc, quand on entend 8 sur 10 femmes, on se dit, wow, minute, ça se peut-tu? Oui, ça se peut parce que si on pense au fait que souvent la violence est liée à un besoin de contrôle et de pouvoir. Donc, c'est, permettez-moi de le dire que c'est lâche, mais souvent les gens qui commettent des actions violentes vont cibler quelqu'un de vulnérable. Donc, il y a quelque chose de logique là-dedans que la femme en situation de handicap tombe dans cette catégorie-là. Donc, c'est ce qui fait que, c'est ce qui explique ces statistiques-là. Donc, c'est sûr, au niveau de ce qu'on peut faire, justement, c'est que on peut, au niveau des facteurs personnels de la femme, bon, ça existe déjà. Tu sais, admettons que tu n'entends pas, tu n'entends pas, ou bien tu as besoin d'un fauteuil pour te mouvoir, d'accord, mais on doit s'arranger pour rendre les services accessibles. Et en 2024, il existe des appareils, des façons de construire les bâtiments, des méthodes, des procédures, tout ça, pour rendre la personne inclusive. Donc, en d'autres mots, là, je réalise que je parle trop, que de augmenter l'autonomie de la personne. Donc, c'est ça un des premiers pas pour sortir des situations de violence. Merci beaucoup, Florence. Vous ne parlez pas trop, c'est tellement intéressant ce que vous dites. Euh, à savoir, effectivement, qu'il faut rendre les services accessibles. Si on est dans les solutions, là, on dénonce, là, oui, d'accord. Je pense qu'on prend acte de tout ça. Mais évidemment, faut agir maintenant. Alors, rendre les services plus accessibles et la clé, ce que j'entends, c'est d'augmenter l'autonomie, justement, en rendant les services plus accessibles. C'est
Il y en a des solutions. Hein? Il y en a. Alors, merci beaucoup, Florence, pour vos propos. Cassandra, maintenant. Cassandra, moi, j'ai appris quelque chose et j'aimerais en savoir plus. Dans vos propos, vous évoquez le capacitisme systémique. Je répète, capacitisme systémique. En fait, c'est le capacitisme systémique. Capacitisme, je m'excuse, Attends, voyez-vous, je vais l'écrire dans le chat, là. c'est tellement nouveau pour moi que j'ai de la misère à le prononcer. Alors, capacitisme systémique, pouvez-vous nous en parler? Qu'est-ce que c'est? Mais capacitisme, en fait, c'est comme le racisme. C'est une forme d'oppression, mais qui vise les personnes en situation de handicap. Ça, je l'écris dans le chat, là. Parce que je pense Merci. que c'est trop, mais en tout cas, c'est pas important, là. Mais ça, même le mot en soi, il existe depuis peu. Tu sais, il y a beaucoup, ben, il y a beaucoup. Il y a quand même de la littérature qui s'est faite sur le niveau linguistique du fait que c'était pas un terme qu'il y avait en français. Alors, pour ça, tu sais, au début, ma collègue Florence, elle parlait que, tu sais, il faudrait que les choses soient accessibles. Mais bien avant ça, il faudrait que le monde ait conscience qu'il y a un problème. Parce que ça, le problème avec les violences systémiques, souvent, c'est tellement ancré, tu sais, comme quand on parle l'architecture qui est pas accessible ou même les services qui sont pas adéquats ou qui sont juste pas offerts, c'est aussi tout lié aux capacités systémiques. C'est le fait que le monde n'a pas conscience quand on est capacitiste, puis une des raisons qui pourrait expliquer ça, c'est que une approche sociologique du handicap, c'est très, très, très récent dans l'histoire. On a beaucoup l'approche médicale. Fait que quand on va ça d'un point de vue médical, ben, c'est des faits. Tu sais, comme moi, vu que je suis une mère, c'est plus facile pour moi de prendre l'exemple de la parentification. On va se dire que ma fille, elle va se prendre pour la mère. Une intervenante au début me l'a reproché quand ma fille avait 3 ans. On va dire que souvent, les enfants de parents en situation de handicap, il avait l'impression de jouer les parents. Tu sais, moi, je comprends que j'ai qu'un bras, fait que tu vois ça d'un point de vue médical, la fille, elle a juste un bras, fait que tout le monde qui a 2 bras, bah, mais tu peux pas te débrouiller bête autonome à un bras. Fait que déjà là, tu pars en disant que c'est un fait. Moi, je peux pas me débrouiller avec juste un bras. Tu oublies le contexte que ça fait des années que je suis le même, que si j'ai eu de la réadaptation, j'ai des aides techniques, des trucs qui font que je peux vivre comme ça. Alors, tu te dis comment que ça peut être, tu sais, pas autonome, comment on peut s'occuper d'un enfant. Fait que rendu là, tu te bases sur des faits, soi-disant, sur des trucs médicaux, parce que c'est des faits, c'est pas vu comme une préjugé, vu que c'est quasiment justifié puis valide. Ça va aussi avec la violence. Là, moi, j'avais des exemples de ce qu'on m'a déjà dit. Puis il y en a un là-dedans, c'est une prof que j'ai eue en travail social qui est vraiment, je l'adore, cette femme-là. On voit que c'est un bon exemple de quand je dis que c'est pas nécessairement conscient, puis surtout, c'est pas nécessairement malveillant. Elle m'avait demandé si mon conjoint, j'étais avec lui depuis avant ou après mon AVC. J'ai dit que on était en couple depuis après mon AVC, puis elle m'a dit, ah, mais il est donc bien gentil, t'es donc bien chanceuse. Oh, mon Dieu, hein. Fait que, tu sais, j'aurais pu avoir un conjoint violent, puis après ça, tu vas pas aller voir ailleurs. Comme, tu sais, je suis chanceuse, là, il veut de moi malgré ça, là. Ça peut venir justement, quand on parle de dépendance, du fait que les femmes déjà qui n'ont pas de ressources accessibles, c'est en plus, tu as l'impression que je peux jamais avoir mieux ailleurs. Tu sais, je suis déjà chanceuse de l'avoir, ce gars-là. Oui. Moi, je fais de l'épilepsie, puis tu sais, ça m'est arrivé encore dernièrement, je rentre à l'hôpital, puis on reproche à mon conjoint de pas, tu sais, comme ma prise de médication, elle dépend de lui aussi. Parce qu'on est souvent infantilisé. Puis ça, moi, j'ai conscience de capacité systémique. Fait que j'ai conscience que c'est pas nécessairement correct, mais sinon, j'aurais pu intérioriser le fait que, OK, si ça dépend de lui aussi, c'est parce que moi, je suis pas capable de le faire. Fait que je dépends de lui pour prendre le médicament, je dépends de lui pour ma santé. Moi, c'est tous des petits trucs comme ça qui font que on reste pris dans toute la violence. Puis moi aussi, je parle trop, je réalise, là. Mais ça fait que les capacités systémiques, c'est pas mal ça, là. Donc, ce sont des préjugés sociaux à l'égard des personnes en situation de handicap? C'est des idées, des valeurs, des croyances qui sont carrément ancrées dans notre société, puis c'est depuis tellement longtemps, puis étant donné l'approche médicale qui est prônée pour l'analyse du handicap, ça fait vraiment que c'est ancré, puis c'est vu comme des faits qui sont incontestables. C'est pas vu comme des préjugés. Ça, c'est un des gros facteurs qui fait que les gens ne le reconnaissent pas. C'est pour ça qu'ils agissent pas rapidement. On va parler de racisme systémique, mais de capacité systémique encore matin. Mais tu connais le mot maintenant, je veux dire, c'est très récent. Fait qu'on n'en parle pas parce qu'on n'a pas conscience, parce que ça, c'est pas vu comme étant un préjugé. Ben, c'est hyper important d'en parler et fort heureusement qu'on en parle ce matin. Et effectivement, merci pour la précision. C'est plus que des préjugés, c'est des faits. C'est comme, ça existe supposément, là, on s'entend, là. Alors, merci beaucoup, Cassandra, de nous instruire sur ce nouveau mot, sur le capacité systémique qui, évidemment,
qui fait partie de nous tous, j'oserais dire, hein. Alors, merci de nous éveiller. Puis, hein, comme tu vois, c'est une capacité systémique, là, pour dire à quel point c'est. Donc, moi, je vais dépendre à cause des femmes en situation de handicap, mais avant de travailler à Action, je réalise que tous les trucs que je faisais sur Internet, il n'y avait rien d'accessible, mettons, pour Florence. Tiens, quand je suis arrivée, là, fait que je donne souvent cet exemple-là quand je fais des présentations, je fais surtout des présentations avec des DPJ, là. Je mettais une diapositive qui est bien cute pour dire après ça, regarde, vous voyez, je l'ai mis belle avec mes yeux de personne qui voit bien. Mais donc, là, cette diapositive-là, Florence ne pourrait pas l'avoir, tu sais. Fait que c'est de l'information qu'elle ne reçoit pas. C'est vraiment, c'est ancré. On s'en rend pas compte. Tout à fait. Effectivement, on s'en rend pas compte, d'où l'importance de s'éveiller. Merci. J'irai maintenant à vous, Josée. Vous êtes l'animatrice de la formation Accueil des femmes en situation de handicap victimes de violences conjugales. Ça a été élaboré par justement le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. C'est une importante formation actuelle. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de la formation? C'est quoi son objectif, puis à qui elle s'adresse? Juste pour te faire une petite correction, je suis pas la seule animatrice. Pauline est avec moi, par chance, parce que c'est quand même une formation de 6 heures. OK, bravo, merci. Et non, non, pas de problème. Et on est allé former, allé dans 13 régions pour former pour aller former 42 maisons ont participé et 175 travailleurs ont été formés en si peu de temps, là. C'était quand même assez intense pour donner ces formations-là. Et juste pour ouvrir une petite parenthèse, moi, j'ai été impressionnée de voir les personnes de maisons d'hébergement écouter une formation si intense sans avoir des fois, tu sais, on va voir des personnes utiliser le iPhone pendant les formations et tout ça, ou ben moins écouté, mais je peux vous dire qu'ils ont écouté tout le long, puis ils ont participé tout le long des formations. C'était très, très, très impressionnant de voir ça. Oui, vraiment. Les objectifs de la formation: reconnaître les discriminations systémiques par les personnes en situation de handicap, déconstruire les mythes et préjugés. Hein? On sait que des fois, il y en a qui ont des préjugés pas mal assez avancés. Comprendre les manifestations de violence conjugale vécues par ces femmes. Accroître les connaissances sur les différentes catégories de handicap et leurs spécificités. Développer des moyens pour faciliter la communication avec des personnes. Autrement dit, on avait beaucoup d'outils pour justement développer la communication avec tout type de situation de personnes handicapées. Les thèmes abordés: réalisation, sensibilisation aux réalisations des femmes handicap, notion d'accessibilité universelle, capacitisme, et identification des enjeux et des obstacles auxquels ces personnes sont confrontées, présentation des catégories de handicap, déficience auditive, visuelle, intellectuelle et motrice, troubles du spectre de l'autisme, troubles neurocognitifs. Et à un apprentissage de guide de techniques de guide que j'ai donné à les gens, les femmes des regroupements étaient sous bandeau. Donc, il y avait un parcours à faire soit sous bandeau, soit avec des lunettes de simulisation
C'est des lunettes qui ont tout type de maladies, le système pigmentaire, dégénérescence maculaire, glaucome et cataracte. Donc, il y avait le choix de faire la mobilisation sous bandeau ou sur ce type de lunettes-là. Résultat et impression des participants. Les maisons ont vraiment apprécié cette formation. Elle les a amenés à réfléchir sur les adaptations possibles dans leur intervention. Les participantes ont pris conscience de la diversité des besoins de situations en handicap et des violences qu'elles subissent. Alors donc, cette formation-là a été très, très, très appréciée et par la suite, après, ils sont repartis avec des outils, des documents d'outils qui ont été réalisés par le comité aussi de sensibilisation du regroupement des femmes. Alors, donc, c'est ça. Ça a été très, très apprécié. Ben, merci beaucoup et félicitations au regroupement d'avoir mis sur pied cette formation et bravo à vous, mesdames, de faire le tour justement de toutes de ces 42 maisons pour avoir dispensé cette formation. Et vous l'avez bien nommé, Josée, c'est d'abord une belle prise de conscience, hein? Et vous avez en plus donné des moyens, des outils pour adapter là, aux différentes situations. Oui, oui. Alors, merci, Josée. Merci beaucoup. J'irai maintenant à Florence. Je reviendrai vers vous, Florence. Une particularité, on dit que les agresseurs de victimes de violences sont souvent des proches. Cette situation apporte-t-elle justement sûrement, en fait, des enjeux particuliers en regard des femmes en situation de handicap? C'est particulier, là. Oui, c'est tout à fait particulier et ça, c'est quelque chose qui est très important quand on veut comprendre la situation critique des femmes en situation de handicap lorsqu'il y a la violence. Parce que souvent, on va avoir des proches, mais il s'agit pas juste de violence conjugale, hein, le conjoint qui Oui, est aussi proche aidant, mais il y a des proches, il y a des donneurs de soins hein, au niveau du réseau de la santé, les préposés, les chauffeurs du transport adapté, les ergothérapeutes, et puis lorsqu'on a besoin d'aide, même dans des où il faut avoir accès à une partie intime du corps et tout ça. Donc, le fait d'avoir, si par hasard, alors soit dit en passant, on connaît tous les merveilleux conjoints et proches aidants et préposés qui sont tout à fait corrects, là, c'est important de le dire, mais comme l'humain est l'humain, lorsque la violence et puis parfois même ça peut être intentionnel, comme ça peut être aussi de l'ignorance venant de préjugés, ça peut être l'épuisement aussi qui peut faire ça au niveau des proches aidants. Lorsque c'est cette personne-là qui soit est violent ou de façon plus légère fait des atteintes à la dignité, tu te retrouves dans une impasse en fait parce que la personne qui, en général, c'est elle qui t'aide à trouver des solutions, c'est elle le problème. Donc ça, c'est quelque chose qui se produit beaucoup. Et il y a aussi non seulement pour toutes les femmes qui vivent la violence, souvent elles vont être dans une situation où elles se font isoler, n'est-ce pas? Même si t'as pas un handicap, on connaît ce pattern-là, mais c'est plus intense pour une femme qui admettons, ne peut pas avoir un transport adapté d'urgence, qui ne peut pas se déplacer sans l'aide de quelqu'un et qui a aussi peur des représailles. Si je dis quelque chose, soit à la personne ou à autrui, est-ce que elle va arrêter de m'aider
Donc, dans ce temps-là, c'est un peu comme un marché qu'on fait où on demeure dans la violence pour ne pas perdre les services après ou pour ne pas avoir de représailles. Donc, c'est sûr que ce qui aiderait, bien sûr, c'est d'avoir vraiment des protocoles pour porter plainte plus facilement là quand il s'agit du transport adapté, exemple, ou du service à domicile, qu'il y ait des portes de sortie, qu'il y ait des façons de s'en sortir pour ces femmes-là et pour que les, 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 euh, les ressources d'aide puissent comprendre cette dynamique-là et puissent travailler avec la femme pour qu'elle puisse pouvoir s'en sortir plus facilement. Oui, bien sûr, évidemment. Effectivement, il existe des solutions, Toujours, oui, oui. toujours. Mhm. Merci beaucoup, Florence, pour nous avoir expliqué là, cette particularité que parfois on pourrait pas envisager que ça se passe de cette façon-là, mais bon, comme vous nous l'avez bien présenté, ça existe et il y a des solutions. Merci. Alors, maintenant, je m'adresserai à Pauline et José. Bon, est-ce que, mesdames, c'est facile pour les femmes qui sont en situation de handicap d'avoir accès justement aux ressources d'aide? Puis si c'est pas facile, pourquoi c'est difficile? Puis en plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les services mieux adaptés aux besoins des femmes qui sont en situation de handicap, qui subissent de la violence? Merci Daniel. Oui, bah, je vais commencer effectivement par dire que non, c'est pas facile d'avoir accès à des ressources d'aide, quelles qu'elles soient. Déjà, bon, il faut partir du fait que les besoins en termes d'accessibilité, ils varient aussi en fonction de la personne, puisque ce ne sera pas les mêmes si c'est une femme sourde ou une femme qui a une déficience visuelle, si c'est une femme qui a une déficience motrice, par exemple. Donc, déjà, il y a une variation au niveau des besoins. Et même au sein d'une personne, par exemple, qui a une déficience visuelle, les besoins ne seront pas les mêmes. C'est pas parce qu'on a une déficience visuelle que on aura les mêmes besoins qu'une autre personne qui a une déficience visuelle. Donc déjà, c'est vraiment en fonction donc de la personne. Nous, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que c'est sûr qu'on est confronté à différents enjeux qui empêchent les femmes d'avoir accès à des ressources d'aide. On peut penser au fait qu'il y a un manque au niveau des services spécialisés, notamment en ce qui concerne les préposés aux bénéficiaires, les interprètes en LSQ également. On a aussi un manque, donc Florence en parlait un petit peu, mais un manque d'accès à l'information et notamment en ce qui concerne les femmes qui ont une déficience intellectuelle et les femmes autistes. Il y a un manque au niveau d'infos en langage clair et simple. Aussi, il y a un manque au niveau des vidéos en LSQ, par exemple, pour les femmes qui ont les femmes sourdes ou qui ont une déficience auditive, ou au niveau du sous-titrage. Donc, ce qui fait aussi que elles ne connaissent pas nécessairement les ressources et elles n'ont pas accès à l'information par rapport à ça. Il faut aussi rappeler que l'entourage, c'est un vrai obstacle dans la demande d'aide. Donc Cassandra en a parlé au niveau du capacitisme et donc des préjugés que certaines personnes peuvent avoir au niveau de l'entourage. Nous, on voit aussi qu'il y a certaines stratégies de contrôle qui vont être normalisées par l'entourage. Par exemple, si le conjoint il va faire les courses à la place de la femme, s'il va chercher ses médicaments, mais dans un but d'isolement et de contrôle, du point de vue de l'entourage, ça peut sembler normal puisque les lieux ne sont pas accessibles, aux femmes sont en fauteuil roulant, par exemple, ou qui ont une déficience motrice parce qu'il n'y a pas d'interprète en LSQ disponible ou que l'information en langage clair et simple n'est pas accessible. Donc, il peut vraiment avoir une normalisation des stratégies de contrôle. Et aussi, ce qu'on observe, ce qui est très compliqué, et notamment en fait, c'est l'omniprésence du conjoint à différents niveaux. Donc, aux rendez-vous médicaux, dans la famille, quand on va voir ses amis, etc., qu'il justifie par le handicap en disant, bah non, elle a besoin de moi pour ses déplacements, elle a besoin de moi pour que je puisse traduire ce qu'elle dit par exemple s'il est entendant et que la femme est sourde. Et donc, ça réduit encore la fenêtre et la possibilité pour ces femmes de demander de l'aide, d'être seules avec une autre personne pour pouvoir demander de l'aide. Donc ça, on voit que c'est vraiment compliqué aussi pour avoir accès aux ressources et pour ces femmes. Et elles ont aussi d'autres craintes, par exemple de perdre leur logement adapté, de perdre des ressources matérielles, d'être placées en CHSLD à cause du manque aussi de préposés aux bénéficiaires
ou alors de perdre la garde aussi de leurs enfants. Donc, il y a d'autres craintes aussi qui les bloquent dans tout cas pour quitter une relation violente et demander de l'aide. Je pourrais peut-être ajouter aussi le manque, quand tu sors du grand métropolitain dans les régions plus éloignées, le manque de transport adapté. Hein, et c'est pas toutes les régions éloignées qui ont du transport adapté. Nous, on est chanceux, là, mais la plupart, justement, en Abitibi, Bécomo, Sherbrooke, tous ces régions éloignées-là, ils n'ont pas de transport adapté pour aller rejoindre, il n'y a pas de moyen pour aller rejoindre les maisons du regroupement. Là. Ça, il faudrait travailler beaucoup là-dessus. Puis c'est ça, le manque aussi de centres de réadaptation aussi, comment faire une urgence, une méthode d'urgence pour les femmes en situation de handicap, surtout visuel, pour rendre les documents accessibles, pour rendre un ordinateur avec un lecteur d'écran. Hein, si une personne en déficience visuelle n'a pas de lecteur d'écran, ben elle est pas capable de fonctionner. Moins. Demander aussi, moi j'avais suggéré aux participants aussi de faire une petite mise de sensibilisation avec la personne en situation d'handicap, peu importe de quel type d'handicap, pour voir à ses besoins aussi, qu'est-ce qu'elle avait besoin. Puis je leur avais dit en même temps, tu sais, des fois, ça remonte l'estime de soi de tout le monde aussi. En même temps, ça va aider autant les femmes en pas de situation d'handicap qu'en situation d'handicap. Fait que, comme Pauline a dit tantôt, chaque personne en situation d'handicap a chacun le besoin, chacun des besoins plus spécifiques, plus il y a pas il y a des personnes qui vont avoir besoin de ça, il y a des personnes qui vont avoir des besoins différents, fait que donc c'est mieux de demander à la personne. Tout à fait. Et pour compléter ce que José dit sur un peu les pistes pour, en tout cas, rendre des services mieux adaptés aux besoins des femmes en situation de handicap, nous, on a monté un projet justement qui a cet objectif-là. On a constitué donc un comité consultatif qui est composé d'organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap, des maisons d'aide et d'hébergement, des chercheurs, chercheuses d'ailleurs, et aussi certaines personnes du réseau de la santé. Ce comité, en fait, il nous a permis de cibler les enjeux vécus par les femmes en situation de handicap et d'y apporter des réponses dans le cadre du projet. On a aussi donc certaines adaptations au niveau de l'intervention. Donc là, par exemple, des intervenantes en violence conjugale. Notamment, on a créé des outils pour adapter nos interventions auprès de femmes qui ont une déficience intellectuelle, une déficience auditive et une déficience visuelle dans différents contextes précis d'intervention. Et aussi pour les femmes autistes. Donc, par exemple, comment préparer un bagage d'urgence. On parle aussi de la procédure d'arrivée, des scénarios de protection et donc de réfléchir à nos interventions de manière adaptée au contexte spécifique des femmes en situation de handicap. On a aussi adapté certains outils qui sont utilisés en fait par nos intervenantes en langage clair et simple, donc pour que cette information soit accessible aux femmes qui ont une déficience intellectuelle et aux femmes autistes. Donc on parle par exemple du cycle de la violence, des différentes formes de violence conjugale, etc. Et au sein de la maison, il y a aussi certaines de nos maisons qui mettent en place aussi des bonnes pratiques, par exemple d'avoir accès à des plats préparés, à limiter, faire attention au bruit ambiant au sein de la maison parce que c'est vrai que c'est un milieu de vie. Parfois, il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'interruptions, etc. Donc faire attention à ça, par exemple, dans les rencontres de suivi ou aussi installer des routines, par exemple, avec des pictogrammes pour aider quelqu'un dans sa routine par rapport au sommeil, par rapport à l'hygiène, etc. Bien, bravo, bravo pour tous ces travaux-là. Effectivement, euh, les travaux sont diversifiés pour justement des problématiques qui demandent des solutions diversifiées. Vous voulez intervenir, Florence?
Oui, puisqu'on est en mode solution, je voulais ajouter que toutes ces mesures-là dont José et Pauline parlent, c'est intéressant de voir que ça doit pas être juste au niveau des organismes qui ont une vocation en violence. Donc, si tout le réseau peut s'améliorer à ce niveau-là, c'est les centres de femmes, les organismes communautaires, toutes sortes de types d'organismes. Ça peut aider parce que souvent ça se fait avant qu'une femme se retrouve dans la situation où elle a accès à une maison d'hébergement. Peut-être qu'il y a d'autres étapes avant ça. Elle a accès à un centre de femmes, elle a accès à un centre de loisirs. Donc tout ça, ça doit se faire ensemble et ça peut se faire en partenariat dans le sens que les outils de l'un peuvent aider l'autre organisation pour qu'on puisse faire avancer les choses et puis de faire des formations, de s'instruire à propos des mesures d'accessibilité, en quoi ça consiste, puis aussi peut-être de militer avec nous. C'est-à-dire que au lieu que ce soit juste des groupes de femmes en situation de handicap, ça doit être tous les groupes de femmes qui réclament que le gouvernement injecte des sommes parce qu'on va pas se mentir. C'est vrai qu'il y a des façons très concrètes pour rendre les choses mieux immédiatement, mais il y a des problèmes plus coûteux, comme les bâtiments, l'accessibilité et tout ça. Donc, il faut que ce soit quelque chose que tout le monde demande quand on fait chaque fois qu'on fait une demande de subvention, on demande un montant pour l'accessibilité, mettons, puis que ça fasse partie des demandes et des revendications de tous et chacun. Merci beaucoup, Florence, pour ces précisions, cet ajout. Effectivement, je pense que c'est un travail sociétal d'équipe qu'on doit faire et, comme vous le dites, à large spectre aussi, là. Mhm. Merci, important. Alors, j'irai une dernière question à Cassandra pour ensuite passer à deux petites questions en finale pour l'ensemble là, de nos quatre panélistes. Alors, Cassandra, j'aimerais que vous nous parliez d'une situation qui est aussi peu connue, c'est celle des femmes qui, suite justement à la violence conjugale, vivent une situation de handicap. C'est quoi l'incidence de cette situation-là? Qu'est-ce que ça amène? C'est quoi les enjeux d'une situation? Parce que ça arrive. Mais un des gros problèmes avec ça, probablement, c'est que c'est juste pas documenté du tout, là. OK. On a vu, il y a eu, je pense que c'est Tracy Otto, je me rappelle même plus c'est quoi son handicap exactement, qui était au Paralympique, comme on en a parlé. Mais je me rappelle pas avoir vu quelque chose qui parlait, mettons, de la corrélation entre la violence puis les femmes en situation de handicap, tant que du fait que, tu sais, c'est une survivante de violence conjugale, puis mais ça, c'est très dommage parce que c'est pas sans conséquence. Moi, justement, j'ai fait un AVC, fait que je m'implique dans un organisme qui s'appelle LAC. Eux, c'est pour les AVC et les traumatisés crâniens. Puis ben, je sais que pour les traumatisés crâniens, on estimerait à 75% le nombre de femmes victimes de violences qui en subiraient un, ça va de léger à sévère. Mais c'est juste pas diagnostiqué. Ben, des fois, ça peut l'être, mais si on fera pas le lien entre les deux, puis ça peut être très nuisible comme temps. Je vais prendre ma petite feuille, parce que j'ai un exemple qui m'a été rapporté la semaine dernière. Fait que je peux pas dire n'importe quoi de ce qu'elle m'avait raconté. Elle m'a appelé, puis elle me disait que, dans le fond, elle a été victime de violence conjugale, puis elle a pu bénéficier d'un IVAC, mais pas, d'après elle, le fait que son médecin n'a pas voulu reconnaître que c'était dû aux violences conjugales, a fait qu'elle a eu un moins gros montant que ce qu'elle aurait pu. Fait, dans le fond, la violence qu'elle a subie a causé un caillot qui a fait qu'elle a fait un AVC. Elle a aussi subi un TCC. Son médecin n'a jamais admis que l'AVC pouvait être le résultat de la violence. Fait que ça fait qu'à cause de ça, eux, ils n'ont pas pris en considération le fait que suite à la violence, elle ne peut plus travailler. Ils ont dit que c'était suite à l'AVC. Fait que dans le fond, l'IVAC, ce qu'ils lui ont donné, c'est ils ont remboursé les frais d'ambulance, puis elle a eu le droit à 2 ans de suivi avec un psychologue. Pas mal tout. Ils n'ont pas reconnu l'élément de violence. Non. Puis elle dit que, d'après ce qu'elle me disait, c'est que les personnels médicaux, même personnels médicaux sont très malaisés par ce genre de situation-là, ils veulent comme pas s'avancer là-dedans.
Fait qu'ils Ouais. n'en parlent pas. Puis d'après mais ça, je peux pas le valider, mais ça fait quand même du sens à persuader qu'elle aurait eu pas mal plus d'aide de l'IVAC s'il l'avait reconnu, parce que là, c'est sûr que, tu sais, ils vont être coquets puis travailler sa vie à tout bouleverser, mais c'est à cause de l'AVC, puis ils font pas le lien avec le caillot qui a été déclenché. Puis elle a été opérée au cœur, dans le fond, son conjoint, à l'époque, il l'a rentré dans le mur à ce moment-là, en pesant dans son thorax, fait que ça a juste fait des caillots, puis une petite hémorragie interne, une hémorragie interne. En tout cas, ça a dégénéré. Mais c'est rien Mhm. qu'un cas parmi tant d'autres, puis il manque de littérature à ce sujet-là. Il y a un site web, c'est un centre de recherche à Toronto, c'est Abuse and Brain Injury. Attends, je vais mettre dans le chat parce que je suis vraiment pas bonne pour le dire en anglais. Mais eux, ça, ils veulent se pencher sur l'intersection entre les violences violentes partenaires intimes puis les traumatismes crânio-cérébrales. Parce qu'un des gros enjeux par rapport à ça, c'est que vu qu'ils vont pas reconnaître les deux, ben après ça, la femme va être soit référée par des organismes juste pour les personnes en situation de handicap ou des organismes pour les femmes violentées. Dans tous les cas, ça fait qu'il y a un des aspects de la condition qui est pas pris en compte, fait que la femme, elle n'a pas le soutien psychosocial puis l'accompagnement qui est nécessaire à sa situation. Donc, tout ça est bien malheureux. Effectivement, il y a peu de littérature. Donc, avis à ceux qui souhaitent faire de la recherche de ce côté-là. Par contre, et malheureusement, Cassandra, vous nous avez donné des exemples, des expériences, des cas vécus. Alors, on sait que ça existe et on sait que il y a là aussi une particularité là, dont il faut parler tout d'abord, si Mhm. on veut bien agir par la suite, prendre conscience de tout ça, parce que c'est une réalité. Mhm. Tout à fait. Alors maintenant, je m'adresserai à vous toutes, mesdames. On va aller un petit peu plus loin et de façon plus peut-être pointue, parce qu'on parle beaucoup justement d'inclusion de toute nature, au niveau handicap, mais au niveau aussi culturel. Alors, est-ce que j'aimerais ça savoir si vous êtes dans vos interventions, dans votre travail, vous avez remarqué des particularités en ce qui concerne les femmes en situation de handicap, les femmes immigrantes, euh, racisées, entre guillemets, ou des communautés autochtones. Est-ce que vous avez observé des choses de ce côté-là? Est-ce que vous voulez intervenir, Florence? Oui, oui, je vais. En fait, ce qu'on remarque, c'est, bon, aujourd'hui, on a vraiment parlé d'une intersection, n'est-ce pas? Oui, L'intersection femme et l'intersection handicap, n'est-ce pas? oui. Puis dans l'intersectionnalité, on a toutes sortes de types d'oppression. Là, on va ajouter la situation des femmes immigrantes et racisées, les femmes autochtones. Donc, dans le fond, c'est que non seulement ça s'ajoute, les deux difficultés qu'elles peuvent rencontrer, mais des fois, ça crée des angles morts aussi, là. C'était dans une organisation de personnes euh, racisées, immigrantes, en situation de handicap, mais qu'on oublie l'aspect femme, donc ça crée un angle mort et tout ça. Mais ce qu'on peut nommer comme certaines problématiques, bien sûr, ça peut être un autre type d'isolement. Tu sais, on a parlé d'isolement à cause du conjoint, à cause de problèmes de mobilité, de déplacement, mais il peut avoir d'isolement à cause de la langue, si la personne vient juste d'arriver, de dépendance aux proches aussi, de dépendance à la personne qui connaît la terre d'accueil beaucoup mieux et d'essayer de passer à travers ça. Tout ça, ça augmente les obstacles. Et pour les femmes qui ne sont pas nouvellement arrivées, mais qui ont quand même une connaissance et un accès et de la langue et de la société dans laquelle elles vivent encore tous les préjugés en lien avec l'origine ethnoculturelle et tout ça. Donc, si ça s'ajoute avec les préjugés au niveau du handicap, ça crée des difficultés accrues. Pour les femmes autochtones, bon, on connaît les difficultés que les communautés autochtones ont. Ça peut être l'éloignement hein, au niveau de certaines communautés qui sont dans des régions éloignées. Ça peut être au niveau socio-économique et toutes les difficultés qui sont rencontrées par rapport aux préjugés et au colonialisme. Ouais.
effectivement. Donc, ça s'additionne, si je comprends bien, Florence. Ça s'additionne, mais parfois, j'ai pas d'exemple concret. Ça peut être en relation aussi. Ça peut créer Oui. des angles morts où ta situation particulière n'est pas prise en compte parce que tu as un type d'oppression additionnelle, mais personne n'en tient compte. Ouais. Mhm. Ouais. D'accord, merci. Mhm. Je donnerai la parole à Pauline et ensuite on va voir que le temps passe toujours trop vite, mais que voulez-vous, c'est comme ça quand on a un sujet et des panélistes intéressants, ça c'est toujours comme ça. Alors, dernière intervention de Pauline par rapport justement à la question et après on va faire notre période d'échange. Si vous avez des questions, des commentaires, là, ça va nous faire plaisir de vous entendre. Alors, Pauline? Oui, merci Daniel. Bah déjà, j'aimerais effectivement rappeler que les femmes autochtones, elles ont aussi un risque beaucoup plus élevé d'être victimes de violences conjugales et elles subissent aussi des formes les plus graves de violence que les femmes, par exemple, non autochtones. Elles sont aussi surreprésentées dans les féminicides conjugaux. Donc, c'est aussi important de le noter. Effectivement, Florence a noté certains obstacles. Elles vivent dans des plus petites communautés aussi, donc il y a un grand risque. En tout cas, elles ont peur aussi de pas avoir leur confidentialité préservée si jamais elles dénoncent une situation. Donc dans des plus petites communautés, plus éloignées, c'est encore plus difficile. Elles peuvent aussi avoir peur d'être stigmatisées par les institutions, la police, la justice, et donc plus de crainte par rapport à ces institutions-là. Pour les femmes immigrantes, ça peut être aussi d'avoir peur de perdre son statut d'immigration si elles dénoncent la violence conjugale qu'elles vivent. Donc, si elles ont un statut d'immigration assez précaire, c'est vraiment aussi un réel obstacle. Surtout que parfois, leur statut dépend aussi de leur conjoint. Évidemment, il y a des choses qui sont prévues par rapport à ça, mais elles ne sont pas forcément informées. Donc, on voit qu'il y a aussi d'autres obstacles qui se cumulent. Exactement, oui. Merci, Pauline, pour cette précision. Alors, nous serions rendus à notre période d'échange, de questions, de commentaires. Est-ce que il y a des choses que les gens qui sont avec nous ce matin, est-ce que vous avez des commentaires, des questions, que ce soit à l'ensemble de nos quatre panélistes ou à une en particulier? Vous pouvez aller dans le chat, comme disait Fanny, ou vous pouvez ouvrir votre micro et lever la main. On va vous voir. Fanny, est-ce qu'on peut constater qu'il n'y a pas de questions, pas de commentaires? Tout est clair? Pour le moment, j'ai pas de questions, non. Alors, je pense, mesdames, que les gens sont suspendus à vos lèvres. Vous avez tellement des commentaires pertinents, le sujet est tellement intéressant. Un peu comme nous le disait José tantôt, pas de cellulaire, pas de distraction. On écoute vos propos. En sérieux, là, moi, j'apprends énormément. Je trouve ça tellement pertinent comme sujet parce que je dois dire, je suis triste de vous dire ça, mais on n'en parle pas suffisamment et je trouve que la tribune qu'on vous offre ce matin, elle est vraiment formidable pour ça. Alors, je ne sais pas si il nous reste quand même un petit peu de temps. Si je vous disais, mesdames, nos quatre panélistes, est-ce que vous auriez un message d'espoir ou un message tout simplement on vous offre un micro. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à notre société, à nos gouvernements, à nos conjoints, conjointes, à nos familles? Qu'est-ce que vous, tu sais, qu'est-ce qui vous tient à cœur que vous aimeriez adresser comme message? Allez-y, là, bien librement. Est-ce que Pauline, vous avez quelque chose à nous livrer comme message? Oui, oui, bien sûr, plein de Bien, messages. je vous écoute Plein de messages. avec joie. Merci. En tout cas, pour parler, nous, on est une organisation féministe au regroupement et je pense que en tant qu'organisation féministe, on a aussi un rôle à jouer pour mettre en pratique vraiment l'intersectionnalité et que ça reste pas simplement une théorie.
Donc, je pense que c'est important qu'on collabore avec des organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap, comme l'a dit Florence, qu'on allie aussi nos luttes et que les femmes en situation de handicap soient incluses dans nos luttes féministes et pas simplement un principe qui ne s'applique pas finalement. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment une importance dans la collaboration, dans la création de partenariats. Je pense qu'aussi, on a beaucoup à faire avec le réseau de la santé et des services sociaux, que les maisons d'aide et d'hébergement aussi tissent des partenariats avec le réseau de la santé pour justement faire en sorte qu'une femme en situation de handicap qui quitte, par exemple, son milieu ait accès à une préposée ou un préposé aux bénéficiaires, même si elle se rend dans une maison d'aide et d'hébergement. Donc, on voit qu'il y a plein d'enjeux qui pourraient être aussi répondus. Et un message aussi plus auprès des décideurs, mais on a aussi besoin de financement pour mettre en pratique cette accessibilité. C'est pas seulement du bon vouloir des ressources, c'est qu'on a besoin d'avoir accès à un financement qui est suffisant pour pouvoir être plus accessible et vraiment entreprendre cette démarche, en tout cas en ce qui concerne, par exemple, la modification structurelle du bâtiment ou alors avoir accès aussi à de l'équipement adapté pour les femmes et les enfants, etc. Donc voilà pour par rapport à mes messages. Merci beaucoup, Pauline, un message très important que vous portez très bien. Merci. Cassandra, auriez-vous un petit message pour nous? Un message d'espoir ou un souhait? Ben, je pourrais vous remercier premièrement pour l'invitation. Je veux dire, moi, c'est ce que je remarque. Souvent, bon, les améliorations que je vois, ben, c'est ça, moi, je suis là depuis 3 ans, là, je veux dire. En 2016, j'ai un pas de situation de handicap, fait que je parle, si je parle, mais je peux pas vraiment témoigner de tout ça parfaitement, mais ce que j'ai l'impression, c'est surtout dans le milieu communautaire qu'il y a des avancées par rapport à voilà, l'intersection du genre et du handicap. Tu sais, je veux dire, c'est bien, on est super content de ça, mais comme Pauline vient de le dire, c'est pas nécessairement le milieu qui a le plus de ressources pour le faire adéquatement. Fait que oui, il faudrait que les décideurs se décident à nous aider. Effectivement, vous avez raison. Puis effectivement, on en veut plus, on en a besoin de plus, mais effectivement, c'est un bon coup du communautaire. Mhm. Florence? J'ajouterais aussi que un bon premier pas, c'est de se renseigner, de démystifier ça, parce Oui. que c'est sûr que je vous cacherai pas ça. Les mesures d'accessibilité, c'est pas facile, là. C'est complexe parce que quand on pense à tous les différents handicaps, puis dans chacun, faut penser à l'habitation, faut penser aux communications, faut penser au programme, au service, puis dans chacun, faut penser à la sévérité. Donc, ça fait une panoplie de mesures, mais cependant, plus qu'on se renseigne, plus ça a l'air plus clair, on comprend. Donc, il existe des documents qui expliquent un peu c'est quoi l'accessibilité universelle, c'est-à-dire le parcours sans obstacle, des choses comme ça. Des documents qui montrent comment rendre des documents et des sites web accessibles et comment organiser un événement accessible, de penser à tous les détails, qu'il s'agit d'avoir une adresse pour le transport adapté, etc. Donc, ce premier pas-là, ça démystifie beaucoup les choses. Donc, j'encouragerais tout le monde à le faire. Et puis, donc, ça motive, en fait. Quand on comprend mieux, on est motivé à le faire, je dirais. Mais vous avez totalement raison, Florence. Tout commence par une bonne information, Ouais. une prise de conscience, effectivement. J'irai tout de suite à Fanny. Je vois ta main levée. Est-ce qu'on a une ou des questions? Oui, j'ai reçu une question dans le clavardage qui est en 2 volets. C'est, y a-t-il des ressources pour accompagner des projets dans une optique d'inclusion et d'accessibilité universelle, les éléments de base à ne pas oublier? Et le deuxième volet de la question, c'est qui peut donner des formations dans ce sens à des organismes qui ne travaillent pas uniquement auprès des femmes? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui souhaite y répondre? Est-ce que je peux répondre? Bien sûr.
Nous, on offre énormément de formations, surtout à l'accessibilité à l'information, des sites web en déficience, je parle en déficience visuelle, là. Donc, c'est ça. Puis, oui, on a préparé un document aussi dans nos outils aussi de réseau d'information là, pour l'accessibilité aussi là, qu'on a fait. D'accord. Merci, José. Donc, oui, il y a des formations, oui, il y a des ressources. Toutefois, il faut quand même faire des recherches. C'est pas quelque chose, en tout cas, ce que j'entends de vous, c'est pas quelque chose qui est super disponible dans notre Ouais. société. Vous voulez Ouais. ajouter quelque chose, Pauline? Et je pense qu'il y avait Cassandra aussi qui avait levé la main. Oui, Daniel, merci. Effectivement, il y a des formations qui sont aussi offertes. Vous pouvez vous rapprocher, par exemple, de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, qui peut vous mettre en contact avec des groupes locaux, qui a aussi un organisme provincial. On a aussi la Fédération québécoise de l'autisme. Donc, vous pouvez aussi vous rapprocher de ces groupes qui peuvent vous donner des formations, par exemple, spécifiques sur les personnes qui ont une déficience intellectuelle, les personnes autistes, pour vous aider à comprendre leur situation, les enjeux, les besoins, etc. Donc, effectivement, je vous invite aussi à contacter ces deux ressources. Il y a aussi l'organisme Kéroul qui organise des formations un peu de base sur l'accessibilité. Donc, vous pouvez tout à fait les contacter pour voir ce qui est possible de faire pour vous. Excellent, merci. Cassandra, est-ce que vous vouliez intervenir? En fait, c'était plus parce qu'il n'y avait pas encore de questions, fait que c'était sur le message, c'était de se Oui, pencher sur nos propres biais oui. personnels par rapport aux capacités. Ça, mettons, est-ce que tu as tendance, si tu vois une femme une femme en situation de handicap avec un conjoint, de te dire qu'elle est donc bien chanceuse? Ou Hmm, essayer de reconnaître ces biais-là. Faut vraiment. y intérioriser chez une femme en situation de handicap le fait qu'elle est chanceuse d'avoir son conjoint au cas où elle serait victime de violence, peu importe. Fait que c'était juste ça. Mais c'est tellement important, effectivement, de s'éveiller à cette notion de capacitisme. Je vais finir par l'avoir. Je pense que, j'espère. Bref, ce que j'entends aussi beaucoup de vos propos, mesdames, c'est beaucoup hein, l'importance de l'inclusion parce que on en a parlé beaucoup il y a plusieurs types de situations de handicap et effectivement, vous en avez mentionné, il y a différentes associations qui peuvent apporter des ressources de l'aide. Alors, l'inclusion, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et c'est une bonne nouvelle. Fanny, vous vouliez intervenir? Oui, c'était juste pour demander si Pauline et José qui ont répondu à la question au niveau des formations, si c'est possible pour vous d'aller écrire le nom des ressources dans le clavardage, parce que c'est des noms assez longs, fait que je voudrais pas écrire ce que j'ai retenu puis me tromper, là. Ben, il y a quand même beaucoup de ressources. Ouais. Je sais que Pauline en a nommé deux en particulier, là. Ça, ce serait peut-être intéressant de les écrire. Sinon, ben, c'est ça. Juste si c'est possible, là. Ben moi, ce que j'entends, comme je viens de mentionner, c'est que c'est beaucoup, puis vous me corrigerez, mesdames, là, les panélistes, là, c'est souvent rattaché justement au handicap. Il y a une association pertinente qui est rattachée au handicap qui peuvent apporter de l'aide et du soutien pour une meilleure accessibilité et d'autres services, là. Et bien sûr, le regroupement des maisons, là, comme vous l'avez mentionné tantôt, Pauline. Est-ce que c'est exact? Excusez-moi, Daniel, j'étais en train de noter les ressources, donc j'ai pas très bien écouté ce que vous avez dit. Ben, en fait, ce que je mentionnais, c'est que c'est beaucoup les associations qui sont rattachées là, à un handicap qui peuvent apporter de l'aide, du soutien. Donc, c'est pas une ressource, hein, c'est plusieurs ressources qui peuvent être disponibles pour aider les femmes. Ben, c'est les centres de réadaptation aussi, hein. Surtout ça. Oui, oui, effectivement, vous avez raison, José. Mhm, Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que ça normalement sont inscrits dans un centre de réadaptation, qui est le CIUS d'ailleurs.
Oui, Donc, c'est par eux qu'ils doivent passer et pour les aides à la mobilité. oui, effectivement, je pense que ça peut être un bon point commun de passer par un centre de réadaptation qui, eux, après, pourront référer à différentes ressources, tout dépendant de la situation de handicap. Mhm. Ça va. Alors, écoutez, déjà, on tire à la fin de notre webinaire. Ben, Euh, attends un petit peu, Daniel, je te coupe. oui, Le On a temps une que demande d'une participante dans le chat. les coordonnées. Puis elle voudrait avoir les coordonnées des panélistes. C'est Oui, possible. oui, Juste savoir si c'est oui, parce que je vais m'occuper d'y envoyer. c'est oui. C'est oui pour tout le monde. Oui, vous êtes Parfait, d'accord? oui. Vous Parfait, merci autorisez? beaucoup. Très bien, merci. Merci, Maryse. Alors, pas d'autres questions des participants? Ça va? Fanny, c'est bon? OK, parfait. Ben, écoutez, personnellement, moi, là, je vous remercie beaucoup. J'ai passé vraiment un bon moment avec vous, puis je suis certaine que ce que je mentionne, je parle au nom de toutes celles qui étaient présentes à ce webinaire qui tantôt deviendra un balado. On souhaite qu'il y ait de plus de femmes, d'hommes, de personnes possibles qui puissent vous écouter, vous entendre, porter vos messages. On a beaucoup de travail à faire comme société. Fort heureusement, vous faites partie de ces solutions. Merci encore d'avoir été parmi nous. Vos propos ont été tellement intéressants, puis de qualité aussi. Alors, merci beaucoup, beaucoup. En mon nom personnel et bien sûr au nom de la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Alors, je terminerai en disant que euh, j'invite bien sûr les personnes présentes et Maryse fera bien sûr de la publicité pour un prochain webinaire qui sera présenté 10. euh, le 10 décembre à 13h30, donc dans une semaine, qui va s'appeler, le titre est long, là, alors Regard exploratoire sur les conditions de vie des femmes ayant des limitations fonctionnelles physiques et leur utilisation des services au centre du Québec. Donc, c'est rendu possible grâce à l'initiative de la table, bien sûr, qui a réalisé un projet de recherche-action sur le sujet avec Maryse. Est-ce que tu as avec qui le projet a été réalisé? En fait, le projet a été réalisé avec le CRSA, qui est attendez un petit peu, Le, le- le Centre de recherche sociale appliquée. Le tout a été produit et financé dans le cadre d'une entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au Centre du Québec 2022-2024, dont les partenaires sont le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC d'Arthabasca et la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. Je vous ai mis le lien pour la nouvelle sur notre site Internet si vous voulez assister au dévoilement de la recherche. Prochaine question d'Amanda. Le prochain webinaire sera-t-il enregistré? Oui, c'est prévu. Super. Alors, merci. Et c'est un rendez-vous le 10 décembre pour un autre sujet d'actualité fort intéressant. Alors, encore une fois, merci beaucoup, mesdames, les 4 panélistes. C'était très gentil de votre Merci part. Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ouais, pour merci à vous de l'invitation. l'invitation. Merci beaucoup à vous Merci tous, toutes. beaucoup. Merci. 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 Au revoir tout le Plaisir. monde. Bonne journée, bonne semaine. Au revoir. Au À vous revoir. aussi. Au revoir, merci.